Hello, 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 hello. Bonjour Bonjour, Manuel. bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Linda, bonjour Marie. Merci Bonjour Manuel, d'être bonjour. merci d'être là. Aujourd'hui, on va Avec avoir une plaisir. thématique qui est assez passionnante, qui est voilà, comment s'imposer en tant que femme entrepreneur. C'est un sujet qui a passionné les filles, puisqu'on a eu plus d'une centaine d'inscrits. Bon, Donc, voilà, donc pour ceux qui sont connectés, je vous dis un petit bonjour dans le chat. Euh, voilà, bonjour à vous. Pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, ben, vous aurez le replay. Pour ceux aussi qui sont connectés, vous aurez le replay. Donc, Linda et Marie vont nous donner un panorama super intéressant de la femme entrepreneur, avec, j'imagine, des ressources, des conseils. Enfin bon, on va s'éclater. Donc, bonjour en tout cas à ceux qui sont connectés. Je vous présente rapidement la plateforme et puis on va se lancer. Vous avez une partie où vous pouvez poser des questions. Et puis, moi, je pourrais poser de temps en temps des petites questions à mon tour et ce sera donc des sondages. Voilà, allez, je propose qu'on se lance. Linda et Marie. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est s'imposer en tant que femme entrepreneur. J'ai fait mon petit post sur LinkedIn ce matin et j'ai je vu ça. disais que, hein, tu as vu ça? Et je disais que Awitech, qui a un centre de formation et qui forme les demandeurs d'emploi au marketing digital et puis à la gestion de projet, ben, je regardais sur un peu plus de 400 personnes qu'on a accompagnées là sur l'année glissante. Ben, on a pas mal de porteurs de projets, donc 85% de porteurs de projets, et on a 80% de femmes. Donc je me disais, waouh, mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes, ça résonne vraiment l'entrepreneuriat au féminin. Et puis, depuis que je fais ces thématiques, je me dis, bah, tiens, qui je vais pouvoir inviter? Donc je vais sur mon réseau LinkedIn, et puis je me dis, bon, je vais chercher des femmes entrepreneurs, des femmes chefs d'entreprise. Et puis, je vois que des moustaches, que des barbes, etc. En fait, que des hommes. Alors, bon, Pénible, quand hein. même, il y a des femmes, mais je me dis, mais j'espère que je ne suis pas sexiste dans l'acceptation des invitations ou la création de mon réseau sur LinkedIn. Et je me dis que non. Et donc, quand je regarde autour de moi, je me dis qu'il y a quand même pas mal, enfin, de chefs d'entreprise. Voilà, chefs d'entreprise, pour le coup, on le voit plutôt homme que femme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y ait finalement, en début de parcours, autant de femmes qui soient passionnées par l'entrepreneuriat, puisque pour le coup, ça représente 80% des personnes qu'on accueille. Et pourquoi en bout de course, on voit que les femmes ne sont pas forcément là. L'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est hyper compliqué, qui est hyper ardu. Je pense que vous allez pouvoir en témoigner. Euh, mais je voulais voilà, comprendre. Et du coup, comme je me suis dit, il faut mieux que je m'adresse aux personnes qui savent. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui on board pour qu'on fasse un petit peu un état des lieux des difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme entrepreneur? Qu'est-ce que ça veut dire s'imposer? Est-ce qu'il faut s'imposer? Comment on s'impose? Quelles sont les ressources qui existent? Quels sont les conseils? Alors, vous avez créé un réseau, donc je pense que c'est forcément une bonne idée. Voilà, donc on va discuter de tout ça. Et j'arrête de parler pendant un petit moment. Je vous donne la parole donc à chacune d'entre vous. Vous allez décider qui parle avant. Mais voilà, en 2-3 minutes, que vous vous présentiez, que vous disiez aux personnes qui sont connectées qui vous êtes. Et puis, il y en a sûrement l'une de vous qui va présenter Businessman, que je trouve être une association absolument incroyable. À vous, la parole. Alors, moi, c'est Linda Miranda. Bonjour à tous et à toutes. Donc, chef d'entreprise, maman de 2 enfants. Et j'ai une agence conseil en communication digitale, où, du coup, dans cette agence, je fais de la formation, du conseil également et de l'accompagnement sous forme de mentoring. D'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être des apprenantes qui sont là aujourd'hui, que j'ai pu former au marketing digital et aux réseaux sociaux. Et coprésidente, bien évidemment, d'un superbe réseau, comme tu l'as dit, Manuel, qui s'appelle Businessman, un réseau de mamans chefs d'entreprise, Top. qui existe depuis 2016. Donc, on fêtera nos 6 ans le 8 mars prochain 2022. Ok, génial. Merci, Linda. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Marie Osier Lafontaine.
donc coprésidente avec Linda du réseau Business Mom. Nous sommes 3, parce que la troisième n'est pas là aujourd'hui, c'est Willen Léger-Domitil. Donc, on a créé ce réseau toutes les 3 le 8 mars 2016. Et en parallèle, bien sûr, je suis entrepreneur et maman de 2 enfants et chef d'une entreprise spécialisée dans la communication éditoriale, tout ce qui est production éditoriale au service des entreprises. Donc, je collabore notamment avec Linda. Et j'ai créé aussi Osla, qui est une newsletter qui est dédiée aux femmes entrepreneurs. Ah, ben super. Donc, en fin de webinaire, on va pouvoir partager un peu vos liens, toutes vos actus. Donc, ce sera le bon moment, Marie, de nous donner le lien de ta super newsletter. Alors, première question que j'ai, de façon un petit peu individuelle, c'est qu'est-ce qui vous a poussé, chacune d'entre vous, à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez déjà connu autre chose? C'est-à-dire, est-ce que vous avez connu le salariat ou est-ce que vous êtes né avec le sang entrepreneur? Voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer déjà pour que on comprenne un peu ce mouvement? Voilà. Linda? Alors, à mon niveau, j'ai créé ma première entreprise en 2008. Donc, j'ai connu le salariat, mais c'est vrai que j'ai toujours eu soif d'indépendance. Donc, pour moi, ça a toujours été très clair que j'allais à un moment donné être freelance. J'ai commencé par le freelancing d'ailleurs, et à un moment donné, créer mon entreprise. Voilà, donc j'ai eu soif de cette indépendance, d'être autonome dans mes actions professionnelles. Et du coup, j'ai cheminé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Okay. Donc, j'ai ouvert mon entreprise à Paris, d'ailleurs. À Paris, j'ai ensuite été freelance à Londres. J'ai continué à être freelance en Nouvelle-Zélande. Et c'est véritablement en arrivant en Martinique que j'ai connu ce que c'était que d'être chef d'entreprise. Voilà. La transformation s'est faite là et au même moment, je pense, que de devenir maman. Ok, bon, on va en parler largement. Merci. Et Marie? Alors, moi, j'ai fait quand même 10 ans de salariat avant de me lancer. Et j'ai toujours senti ce vent d'indépendance, on va dire, mais je n'osais pas, en fait. Je n'osais pas. Et puis, j'avais la sensation qu'il fallait que j'apprenne un certain nombre de choses avant de me lancer. Et du coup, voilà, j'ai fait 10 ans de salariat qui m'ont pesé sur pas mal d'aspects. Et puis, au bout de 10 ans, après avoir eu mes 2 enfants, là, je me suis lancée. Et pour moi, ça a vraiment une vraie corrélation entre la création de l'entreprise et la maternité. Donc, j'avais besoin effectivement de me sentir plus libre, de faire quelque chose qui me plaisait aussi, de travailler sur mes propres valeurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé, donc en 2014, ma dernière avait même pas 1 an. Voilà, donc ça s'est fait vraiment en même temps. Et on va dire que l'un a porté l'autre. Ok, d'accord. C'est comme si tu avais eu des jumeaux, une fille et puis une entreprise, quoi. Dans le même âge. Ouais, sur le même âge, ouais. Ouais. Ok, super. Alors, par rapport au constat que je faisais, est-ce que c'est quelque chose que vous observez, vous? Est-ce qu'en ce moment, les femmes ont beaucoup envie d'entreprendre? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour vous pas du tout genré, c'est-à-dire que finalement, la soif d'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui touche à la fois les hommes et les femmes? Moi, je me pose la question, puisque c'est vrai qu'au niveau d'Awitech, on a tellement de femmes et tellement de porteurs de projets. Est-ce que c'est à la mode? Et pour vous, à quoi ça répond ça? Alors, vous parliez un petit peu de liberté. Est-ce qu'il n'y a que ça? Voilà, moi, ça m'intéresse de comprendre, notamment par rapport au parcours que vous avez pu voir au sein de l'association. C'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que c'est l'entrepreneuriat, on devrait carrément le conjuguer au féminin? Alors, je ne sais pas si l'entrepreneuriat est genré, je ne pense pas. Mais par contre, je pense qu'il y a une réalité que tu as pu voir d'ailleurs, puisque tu as cherché toi-même plutôt difficilement au départ à trouver des chefs d'entreprise. C'est que finalement, le modèle du chef d'entreprise est toujours un modèle masculin. Si tu tapes sur Google chef d'entreprise image, par exemple, ou sur n'importe quelle autre banque d'images, tu vas trouver des hommes, bizarrement. Ouais. Alors que les femmes entreprennent tout autant, et je pense qu'elles ont entrepris de tout temps. Alors parfois aussi de manière informelle, comme c'est beaucoup le cas chez nous en Martinique, mais je pense que la fibre entrepreneuriale, elle n'a pas de genre. En revanche, la société fait qu'on a un modèle, et ce modèle-là, il est plutôt masculin. Et on n'incite pas forcément les petites filles
à se lancer dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas dans la prise de risque, dans la prise d'initiative, etc. Moi, je pense qu'il y a plein de facteurs, mais il y a un facteur d'éducation qui est assez important. Et on incite les petites filles à être calmes, à être douces, à être gentilles, parfois même à être jolies. Et les garçons, voilà, on les incite à prendre toute la place dans la cour, à courir, à prendre des risques. Un garçon qui se blesse, on dit oh, ça va, pleure pas, t'es un petit bonhomme. Et puis la petite fille, c'est tout de suite voilà, une autre réaction. Et je pense que même s'il n'y a pas que ça, ça joue aussi dans l'apprentissage qu'on peut avoir au fur et à mesure et dans les risques qu'on va prendre après. Et du coup, ça crée des freins, je pense, pour certaines femmes qui doivent effectivement, on va dire, lutter contre leur propre éducation et contre les injonctions de la société pour se dire si je le tente, et pourquoi je ne le tenterai pas moi, en fait? Pourquoi je ne tenterai pas l'entrepreneuriat parce que j'ai une idée, j'ai des compétences, j'ai une expertise, etc. Top. Donc, pas genré, mais voilà, une société qui impose certaines inventions. Ok, super. J'ai eu des frissons là parce qu'on sentait que c'est bien maîtrisé tout ça. Excellent, excellent. Linda, tu veux rajouter quelque chose? Je pense que Marie a tout dit, tout résumé. Enfin, moi, j'étais cette petite fille qui a décrit. J'étais vraiment conditionnée dès le départ. Mon éducation a été d'être une fille calme, bien rangée. J'ai eu la chance, en fait, ce qui a un peu, je pense, fait un parcours différent, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir sortir du nid, on va dire, familial assez tôt. Et du coup, d'être confrontée à différents contextes très jeunes. Donc, j'ai voyagé beaucoup et très jeune. Et je pense que ça m'a véritablement ouvert l'esprit et permis de faire d'autres choix que ceux qui étaient peut-être prédits par mes parents. D'accord, ok. Donc, si je résume, ce qui est hyper intéressant, c'est assez cash, c'est qu'en fait, dans le mythe du chef d'entreprise, c'est un homme. D'ailleurs, Google nous le dit. Or, Google, il sait tout. Merci, si Google le dit, c'est que c'est vrai. Et donc, aujourd'hui, il y a potentiellement, ce que vous dites, quelque chose à déconstruire, ou en tout cas à construire, parce que notamment très très tôt se joue le fait qu'on dise que globalement les femmes, donc les filles d'abord, mais plutôt les femmes, ont globalement pas d'intérêt à prendre de risques, ou en tout cas on vit la prise de risque, et qu'on associe notamment à l'esprit d'entreprise, à quelque chose qui n'est pas pour les femmes, alors que pour les hommes, c'est tout à fait naturel, quoi. C'est l'aspect un peu conquérant, pionnier, voilà. Ok, hyper intéressant. D'accord. Héros, etc. Puis je pense aussi, on va en parler, je pense, de la maternité, c'est que quand un couple a des enfants, la charge familiale pèse plus sur les femmes que sur les hommes. Et là, ça concerne aussi les femmes salariées qui ont des carrières qui vont se ralentir à partir du moment où elles ont des enfants. Elles vont peut-être passer en temps partiel, ou en tout cas, elles vont essayer de gérer au maximum pour progresser. Et c'est difficile. La trentaine, on constate que pour certaines femmes, ça devient plus compliqué puisqu'elles ont des enfants et qu'elles ont cette charge-là. Pardon. Donc, d'accord, ok. On a de quoi parler, on a de quoi dire aussi. Il y a de quoi dire, depuis déjà nos expériences. On va en parler de cela. Alors, globalement, notamment par rapport à vous, pour que je comprenne, c'est que au-delà de tous les freins potentiellement qu'il peut y avoir à l'entrepreneuriat, par exemple, moi, l'un des plus grands freins, c'était de me couper du cordon du salariat. C'était de me dire, mais effectivement, cette prise de risque totalement démesurée, voilà, tu avais tout pour toi, ta voie était tracée, et puis là, je sais pas, il y a un fusil qui saute, et puis tu décides que tu veux être entrepreneur. Donc, autour de ces freins-là, on comprend que potentiellement, il y a encore d'autres freins qui peuvent se rajouter pour les femmes par rapport au fait de se lancer. Vous, déjà, à titre individuel, même si vous l'avez un petit peu abordé, qu'est-ce qui fait en contre-champ que vous vous êtes dit non, il faut que je me lance? Ça a été quoi, puisqu'on a parlé des freins, on pourra en parler, mais ça a été quoi les moteurs? Parce que je sais qu'il y a pas mal de femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Quels peuvent être ces moteurs intérieurs ou extérieurs qui peuvent réussir à faire cette rééducation ou cette éducation pour se dire qu'on est capable de se lancer? À mon niveau, moi, j'ai eu un soutien
d'abord familiale, parce que je suis aussi une famille d'entrepreneurs, donc mes cousins, mon frère est entrepreneur. J'ai grandi du coup aussi avec des cousins, plus de cousins que de cousines. Et c'est vrai que quand on se retrouve la seule fille à l'époque, à en vouloir et avoir peut-être déjà des rêves très tôt, et que je sens que je peux aller concrétiser et que j'ai le soutien justement derrière de mes cousins et de mon frère, bah, ça a créé une première motivation de me dire, bah, en fait, j'en suis capable. Donc ça a commencé déjà par me convaincre que je peux aller au bout de ce que j'ai imaginé pour mes ambitions personnelles et professionnelles. Et puis ensuite, ce sont aussi du coup les personnes qu'on rencontre, le réseau qu'on commence à se faire, et puis ensuite l'accompagnement. Ce qui a apporté le réseau à mon niveau, du coup, pour pérenniser l'entreprise, ça a été véritablement l'accompagnement, et pour ça les rencontres de coachs et autres qui sont venus soutenir justement la petite fille qui peut-être a encore des doutes à franchir le pas, à se demander si elle est capable toujours de pouvoir voir de l'avant et se lancer dans l'entrepreneuriat. Des coachs qui sont venus me rassurer un petit peu pour me dire tu en es capable et voici le chemin. Ok, cool. Marie? Alors moi, la création, mais comme je disais tout à l'heure, c'était après la naissance de mon deuxième enfant. Et je crois que là, je n'étais plus prête à faire de compromis finalement. D'accord. Je n'étais plus prête à faire de compromis avec ma façon de travailler, avec mon organisation, avec ma vie de famille du coup, puisque j'étais maman de 2 enfants. Et j'étais plus en mesure de faire les compromis qu'on me demandait de faire dans une entreprise, avec toutes les contraintes que ça représentait. Je me trouvais très, très contrainte et c'était une vraie souffrance. Et pour moi, créer mon entreprise, ça a été une libération, véritablement. J'ai eu l'impression de m'alléger d'un fardeau et de pouvoir en fait tenter beaucoup d'expériences. Alors, des expériences qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins fonctionné, mais de pouvoir laisser libre cours aussi à mon imagination, à ma créativité. On a fait un certain nombre de choses avec Linda, plein d'opérations, des ateliers, enfin, de pouvoir se dire, ah ben tiens, ça, si on le faisait, bah oui, on le fait, on le fait et on le lance. Et cette liberté-là, ça n'a pas de prix en fait. Et ça m'a porté pendant toutes ces années. Et par contre, le fait de durer, mon entreprise aura 8 ans, c'est vraiment le réseau. Comme disait Linda, là, je vraiment, tout à fait, c'est le réseau, c'est le fait d'être entouré de femmes comme nous aussi qui ont envie de concilier vie de parents, vie de maman, vie de femme et chef d'entreprise. Et puis le fait de rencontrer des personnes avec qui on peut travailler, avec qui on peut avancer, qui peuvent nous coacher, à qui aussi on peut apporter des choses, parce que le réseau, c'est ça aussi, c'est s'apporter mutuellement. Et je sais qu'aujourd'hui, j'en serais pas là si je n'avais pas pu à certains moments, et d'ailleurs tout le temps, me reposer sur le réseau, parce qu'il y a des moments où ça va moins bien et on sait qu'on peut compter sur le réseau. Et il y a des moments où on déborde d'énergie et où on peut justement partager cette énergie et donner au réseau. Donc, c'est une vraie dynamique qui nous porte encore aujourd'hui, en fait. Et qui commence véritablement aussi à porter ses fruits. Là, je pense qu'au bout des 6 ans, on se rend compte aussi de tout. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. On a été sur le terrain. Et je pense que cette 6e année qu'on célébrera en mars 2022, ça sera véritablement, je pense, notre année. Parce qu'on a tenu bon. On a tenu bon durant le confinement. On a tenu bon durant pas mal de moments difficiles avec nos différentes casquettes. Ça prouve déjà notre résilience à pouvoir justement tenir le coup quoi qu'il arrive. Et puis, on s'est montré ultra solidaire aussi. Et c'est ce qui fait clairement, je pense, aussi la différence quand on est à son compte. Ok, excellent. Alors, on va parler de ce réseau, notamment de Businessmam, le réseau que vous avez monté donc à 3 avec William, que vous avez fondé. Alors, il y a déjà du monde qui veut vous rejoindre là, donc dans le chat. Donc, voilà. Donc Pascal, on partagera en fin de séance tous les liens, vous expliquerez un petit peu à titre individuel et puis notamment pour l'association, c'est quoi vos actualités. Moi, je voulais revenir sur un point, Marie, qui m'a attiré l'attention, c'est que, et puis du coup, ça va être une bonne transition sur Businessmam, c'est que la maternité, finalement, à la fois, ça peut être vécu comme le frein ultime pour l'entrepreneuriat, mais ce que je comprenais chez toi, c'est potentiellement que ça peut être vécu comme le moteur ultime. C'est quoi les conditions pour toi pour que, et puis peut-être que Linda aussi, tu auras des choses à préciser dessus, mais pour que la maternité, finalement, ça soit finalement un moteur et non un frein.
Et avec le recul, j'ai des questions pas faciles, mais avec le recul, bon, en même temps, vous me connaissez. Avec le recul, est-ce que vous trouvez que c'est le bon moment, en fait, de se lancer et pourquoi? Alors, pour répondre à ta première question, pourquoi c'est un moteur? C'est parce qu'à un moment donné, moi, j'ai été prête à faire des sacrifices pour mes enfants, mais je n'étais pas prête à faire un sacrifice pour une entreprise qui voilà, ne m'offrait pas forcément ce qui correspondait soit à mes ambitions, soit à mes rêves, soit à ma manière de travailler, etc. Donc, si tu veux, je pense que la maternité, elle est vécue de manière différente par chacune, mais ça fait bouger beaucoup de choses chez un individu, chez une femme. Et on le vit toutes, voilà, de manière différente. Mais en tout cas, moi, je pense que j'ai eu besoin de me recentrer avec qui j'étais et ce que je voulais faire de ma vie. Il y a une remise en question, je pense, à ce moment-là, qui est un moment charnière aussi dans la vie et qui est assez perturbant hein, pour tout le monde, y compris pour le couple, pour la femme, etc. Et du coup, pour moi, ça a été l'heure du choix. C'est-à-dire que je me suis dit, si c'est pas maintenant, en fait, tu ne le feras jamais. Donc, c'est maintenant qu'il faut sauter le pas. Je voulais vraiment pouvoir m'organiser déjà comme je le voulais, c'est-à-dire ne pas avoir de réunion programmée après 16 ou 17 heures et ne pas avoir à programmer mes congés en fonction d'une entreprise, mais plutôt en fonction des besoins de ma famille. Donc, il y avait toute cette partie gestion du temps. Qui était importante. Et puis, comme je te disais, voilà, la reconnexion avec qui j'étais et ce que je voulais faire. Je pense que j'ai voulu être cohérente aussi avec moi-même, tu vois, en étant maman, de se dire, bon, bah, il est temps aujourd'hui peut-être de devenir adulte quelque part et de sauter ce pas que tu as envie de sauter finalement depuis longtemps, mais que tu ne sautes pas parce que tu as peur. Et là, c'est le moment. Hein. Tu as tes 2 enfants, ils sont petits, ils comptent sur toi. Ça a été un moteur en ça pour moi. Après, pour répondre à ta deuxième question sur comment dire, Timing, ouais. Regarde le rétroviseur aujourd'hui, c'est vrai que je ne vais pas dire que c'est facile. Et Linda pourra en témoigner aussi, toutes les businessmen peuvent en témoigner. C'est pas facile et puis on se lance parfois avec l'illusion qu'on va gérer notre temps exactement comme on le voudrait et en fait c'est absolument pas le cas. Donc parce qu'on se débarrasse d'une contrainte, en tout cas moi je me suis débarrassée de la contrainte de l'entreprise. Mais on a d'autres paramètres à gérer. On a les enfants déjà qui peuvent être malades, dont il faut s'occuper, etc. On a des clients qu'il faut satisfaire, etc. Et donc l'illusion de pouvoir gérer exactement comme on veut son temps, c'est pas exactement ça, mais on apprend en fait avec le temps à justement mieux s'organiser et à mieux coordonner l'ensemble. Moi, je sais qu'à un moment donné, je voulais vraiment, au début, on va dire, les premières années, je voulais vraiment cloisonner ma vie de maman et ma vie de chef d'entreprise. En fait, je me suis rendu compte que c'était juste pas possible. Et j'ai appris, du coup, ça avec Businessman, mais notamment avec d'autres femmes qui fonctionnaient pas comme moi, à vraiment mêler les deux. Moi, je suis déjà allée faire du recouvrement avec mes enfants. Donc, parce que, en fait, j'avais pas le choix. C'était un mercredi. Voilà. C'était le moment, il fallait y aller, il fallait gérer. Et du coup. Tu y vas et tu dis, bon, en fait, vous avez compris pourquoi c'est important que vous me payiez, quoi. Écoute, j'ai eu mon chèque ce jour-là. C'est une bonne motivation. C'est l'anecdote, si tu veux, mais d'un autre côté, tout est mêlé. Et je pense que chez les businessmen, chez les mamans entrepreneurs en général, je pense que c'est ce qui nous réunit, c'est qu'on est obligé de gérer l'un et l'autre, l'un avec l'autre parfois, en même temps, etc. Il ne faut pas forcément vouloir mettre de frontières ou cloisonner. Moi, je sais que voilà, j'ai appris ça, j'ai appris. Ok, cool. Linda, tu veux préciser, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je veux dire qu'effectivement, j'ai vécu 2 grossesses, 2 maternités très différentes, l'une en Nouvelle-Zélande, l'autre en Martinique, donc déjà 2 contextes, 2 environnements très différents. Et pour les 2, c'était un véritable tsunami. Moi, il faut savoir que dans mon contexte, on est 2 parents entrepreneurs et on a été quasiment à nos débuts, au début des naissances, en tout cas des enfants, et ça a été une sacrée organisation pour gérer à mon niveau toutes ces émotions. Parce que finalement, après l'accouchement, on a beaucoup d'émotions qu'il faut canaliser entre le bonheur justement d'être maman et puis la volonté de continuer son activité. Moi, je suis une femme active et j'avais rien envie de laisser. Voilà.
Donc, du coup, j'avais tout envie de mener de front jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, il fallait un temps pour tout. Et je l'ai appris vraiment avec justement un peu de recul, avec aussi un bon accompagnement et avec le temps. Donc, je rejoins ce qu'a dit Marie. On n'a peut-être pas les mêmes parcours ni le même départ dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai qu'à partir du moment où une femme accouche, qu'elle soit salariée ou entrepreneur, il y a un véritable chamboulement qui s'opère. Et c'est comment est-ce qu'on va gérer ce chamboulement-là. C'est pas par hasard qu'il y a beaucoup de femmes qui ne souhaitent plus retourner justement dans le salariat après avoir accouché. C'est qu'on est, on est transformé, on est de nouvelles personnes en fait. Il faut gérer cette nouvelle personne. Moi, j'ai longtemps eu du mal à me dire que la Linda d'avant les enfants n'est plus la Linda de celle après avoir eu les enfants. J'ai eu du mal à accepter ça. Donc, il a fallu vraiment un temps, beaucoup de psychologie aussi, beaucoup d'échanges. Aussi en couple, hein, pour me dire j'ai changé, et du coup dans ce changement, comment est-ce que je m'adapte et comment est-ce que j'adapte mes nouvelles activités, mes nouveaux rôles aussi à ce nouveau contexte. Ok. Ok, super, génial. Alors, il y a des commentaires pour dire que ça résonne chez les personnes qui sont connectées, chez les femmes qui sont connectées. Avant de passer à Businessman, je voulais du coup parler quand même d'un sujet, puisque Linda, ça m'y a fait penser dans un foyer où il y a deux entrepreneurs, donc le mari et la femme, ou le compagnon, enfin les deux compagnons, les deux parents. Comment ça se passe? C'est vrai que de façon traditionnelle, et tu le disais super bien, Marie, on semblait dire que finalement, le fait, enfin, en tout cas, le fait de s'occuper des enfants, même si potentiellement c'est partagé dans l'imaginaire, comme l'imaginaire du chef d'entreprise, c'est plutôt un homme, pour le coup, pour s'occuper des enfants, l'imaginaire, c'est plutôt une femme. Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui? Est-ce que, sans nous dévoiler tous les secrets de vos couples, mais ça a été vous avez été surpris ou potentiellement vous aviez déjà des compagnons du futur? Ou comment ça se gère cela? Est-ce qu'il y a un gros boulot aujourd'hui d'éducation aussi des hommes par rapport à cela? Voilà, c'est pas mal de questions, mais ça m'intéresse d'avoir vos propos parce que du coup, Linda, ça m'y a fait penser et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde qui est connecté aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est un apprentissage. En tout cas, dans mon cas, ça a été un apprentissage. Moi, quand je me suis lancée, mon compagnon n'était pas entrepreneur à ce moment-là. Et il est devenu après. Donc, aujourd'hui, on est un couple d'entrepreneurs. Okay. Et quand je me suis lancée, en tout cas, il m'a soutenue, c'est-à-dire sur l'idée. Mais après, c'est vrai que quand on se lance, on a tellement de choses à gérer déjà avec soi-même et avec nos enfants que parfois c'est compliqué parce qu'on est happé quand même par l'entreprise. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Quand on se lance, tu le sais toi aussi Manuel, tu es un peu par vents et par vous, tu t'éparpilles même parfois. En tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai voulu faire beaucoup de choses. Donc j'ai fait énormément de choses, mais ça te prend énormément de temps et puis tu dois aussi t'occuper de tes enfants. Donc, c'est vrai que parfois, dans le couple, c'est quelque chose qui est pas évident à gérer et c'est vraiment à travers la communication, en tout cas à notre niveau, qu'on y est arrivé. Au fur et à mesure, c'est vraiment un apprentissage, en fait, de tous les jours, de savoir comment on réajuste, en fait, au fur et à mesure en fonction des besoins de chacun. Après, au-delà de ça et de mon cas personnel, la question que tu poses sur l'éducation, je pense que oui, c'est important de pouvoir considérer que d'une manière générale, hommes comme femmes peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'à partir du moment où il y a un des deux qui se lance, que ce soit l'homme ou la femme, il y a des sacrifices à faire et peut-être un soutien à avoir de part et d'autre. Et ne pas considérer que, parce qu'il y a certains hommes qui considèrent que, nous on l'a reçu hein, comme témoignage chez les businessmen, qu'en fait les femmes peuvent créer leur entreprise tant que ça ne bouleverse pas le foyer. En gros, c'est ça. Vas-y. Si tu peux aussi t'occuper de la à un moment donné, c'est ça. C'est pas ce que tu m'avais vendu là. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est des témoignages qu'on a vus notamment de femmes qui voulaient se lancer et qui hésitaient parce qu'elles sentaient que ça allait être compliqué de tout gérer. Et en fait,
et nous, c'est ce qui nous a sauvés avec mon mari, c'est qu'il y a forcément une séparation des tâches qui va peut-être évoluer. Parce qu'à un moment donné, quand on crée une entreprise, il y a des pics d'activité, etc. Il y a des moments où on est moins disponible et il faut forcément pouvoir compter sur son partenaire. Et ça, oui, je pense qu'effectivement, il y a peut-être le besoin d'éducation, je ne sais pas, mais de sensibilisation en tout cas au sujet, et puis de considérer aussi que la femme n'a pas forcément à se sacrifier, parce que souvent, et puis c'est même pas parfois le mari qui le demande, hein, c'est elle-même qui va d'elle-même se sacrifier et faire passer la famille, le foyer avant. Oui, notamment même par rapport à l'éducation que tu disais, elle-même, elle intériorise, elle se dit c'est normal que ce soit comme ça en fait. C'est exactement, même de manière inconsciente. Ok. Super. Linda, tu voulais à mon niveau, non, j'allais juste ajouter que c'est effectivement beaucoup de communication. Hein. Moi, ça a été parce qu'on a été entrepreneurs ensemble quasiment en même temps, avec du coup un enfant en bas âge dès le début. Donc, beaucoup de communication. Des conflits aussi inévitables pour justement tenter de créer une organisation. Effectivement, moi, je pense que j'ai beaucoup souhaité qu'ils soient impliqués dans l'éducation de notre premier enfant. Donc, pour moi, les couches, c'est papa-maman. Faire à manger, c'est papa-maman. Mais je n'avais pas forcément envie qu'il y ait des tâches qui soient attitrées ni spécifiquement à l'homme, ni à la femme. J'avais envie que ça soit du coup un partage équitable. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on travaille sur ça, et jusqu'à aujourd'hui, on travaille surtout sur l'organisation, sur la communication. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Et je pense qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits. Bon, c'est plus encore ensemble. Main dans la main. Bon, tu nous partageras une petite photo en fin de webinaire. Ok, génial. Bon, on a fait le tour un petit peu sur vous et les fondements. C'était important pour moi. Je veux bien maintenant qu'on parle des businessmen, parce que finalement, vous êtes multi-entrepreneurs. Vous avez lancé vos projets, puis vous avez lancé aussi avec William cette association. Vous allez un petit peu, je pense que ça va intéresser ceux qui sont connectés, expliquer ce qu'est cette association. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la motivation. Qu'est-ce qui fait que vous soyez dit, tiens, il faut vraiment qu'on crée cela, et comment vous y êtes pris? Alors, non, j'allais dire, trois amis qui se connaissent bien, qui sont entrepreneurs, qui deviennent mamans, et qui se demandent comment on fait pour concilier les deux. Parce qu'on se rend compte qu'il y a on a des freins, on se rend compte que tout n'est pas lisse. Et on se demande du coup si d'autres mamans vivent, hormis nous trois, vivent la même chose que nous. Et très tôt, on se rend compte qu'il faut, si d'autres mamans le vivent, qu'il faut justement créer une structure qui nous permette de nous rencontrer, de sortir de l'isolement et de créer une forme de solidarité. C'est véritablement, ça a commencé comme ça il y a bientôt 6 ans. Et Businessman, alors on a d'abord, pour la petite histoire quand même, on a fait venir un réseau qui existe du coup en Hexagone, qui s'appelle Mampreneur. Qui a tenu, je pense, 1 mois, 2 mois. Oui, 1 mois. 1 mois, 1 mois, et puis on a voulu quelque chose qui nous est propre, qui nous ressemble. Et on a trouvé le nom Businessman. Ouais, ok, super sympa. Ok. Et du coup, en fait, ça participait du fait de dire, en gros, vous aimeriez créer en fait un endroit où les femmes, mamans, entrepreneurs peuvent échanger, peuvent partager, déjà peuvent parler, parce que potentiellement, il y a ce que vous dites, un isolement dans le fait de s'attaquer à 2 challenges aussi importants que la maternité, la parentalité et l'entrepreneuriat. C'était ça. Tout à fait. Échanger, se rencontrer, sortir de l'isolement. Voilà, montrer aussi qu'il y a un champ des possibles, de pouvoir concilier différentes casquettes, aussi faire un constat des difficultés, parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, tout n'est pas lisse, et commencer du coup à mettre en place des solutions, parce que c'est ça surtout la plus-value du réseau, c'est qu'on se rencontre tous les mois avec des thématiques différentes qui nous permettent de progresser dans nos vies de chef d'entreprise et de maman. Ok.
Génial. Et donc, vous êtes un certain nombre de femmes. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, est-ce que vous avez été étonné par la diversité finalement de femmes entrepreneurs qui existent et de femmes mamans entrepreneurs? Est-ce que vous attendiez à ça? Et est-ce que, comme ça, vous pourriez alors, je ne sais pas si vous avez un peu conceptualisé la chose, mais est-ce que, Ouais. par rapport, est-ce que, je pense que, voilà, on est tous différents, donc les femmes sont toutes différentes. Est-ce que il y a quand même un petit peu des prototypes, vous avez trouvé un petit peu des femmes mamans entrepreneurs qui vont, du coup, gérer ces deux challenges de façon différente. Voilà, peut-être que même vous ne gérez pas votre vie professionnelle, votre vie personnelle de la même façon. Et est-ce que voilà, vous pouvez parler un petit peu de cette mosaïque de portraits qui existe au sein de Businessman? Alors là où on a été surprise au départ, déjà, c'est l'engouement. C'est-à-dire que nous, on a fait des petites présentations dans des cafés en 2016 et il y avait à chaque fois énormément de femmes. Et OK. on était heureuse, mais on était quand même surprise en fait parce que Ouais. on n'avait pas tellement de moyens de communication. Voilà, on a expliqué ce qu'on faisait, de quoi on allait parler, etc. Il y avait à chaque fois beaucoup, beaucoup de femmes. Donc, on a vraiment compris qu'il y avait un vrai besoin des mamans entrepreneurs de se retrouver et d'avancer ensemble, notamment à travers les ateliers dont Linda a parlé, pour sortir aussi de cet isolement. Et voilà, il y a un vrai besoin en fait de se retrouver et d'échanger. Donc après, sur les profils, c'est vrai que c'est des profils qui sont très variés. Okay. Après, on correspond un peu au modèle d'entreprise qui est en Martinique, c'est-à-dire que c'est une majorité de petites entreprises, de TPE. On a beaucoup de freelances, de consultantes, etc., de commerçantes aussi, mais dans des secteurs vraiment très variés. Et on a aussi une pyramide d'âge assez large, mais c'est vrai qu'en général, elles ont au-dessus de 30 ans pour la majorité, puisqu'elles ont eu des enfants donc en général, voilà, elles ont entre 30 et, je sais pas moi, 50 ans, quelque chose comme ça, ou même un peu plus. Ouais. Donc ce qui nous réunit, c'est surtout cette volonté de vouloir concilier vie professionnelle et vie de maman. C'est vraiment ça qui nous rassemble. Après, voilà, sur les profils, c'est assez varié. Et effectivement, on a des manières de gérer qui sont variées. Mais on se retrouve toujours face au même type de problématiques. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et on arrive du coup à trouver ensemble des solutions. Et on a animé et fait animer par des consultants beaucoup d'ateliers, notamment sur la gestion du temps, sur la digitalisation, sur la productivité, sur toutes les thématiques en fait qui peuvent nous permettre de développer le business sans sacrifier notre vie de famille. C'est vraiment ça qui nous réunit. OK. Ce que je comprends, c'est que globalement, déjà que c'est difficile d'être entrepreneur en étant femme et maman. L'enjeu, ça va être un enjeu voilà, d'organisation, de productivité. Donc, voilà, vous créez ces ateliers, vous partagez des astuces, des conseils. Chacun est un peu le miroir de l'autre pour voir comment il s'organise. Oui, Linda? Oui, tout à fait, tout à Ouais. fait. C'est ce qu'on a fait durant ces 6 années. Ça s'est intensifié, je pense, avec le confinement. Le D'accord. confinement, je pense, nous a testé bien au-dessus de nos espérances. Ouais. Donc, du coup, c'est de là est née la Business Mom Academy, où on a réuni, on a voilà, trouvé une solution assez rapide qu'on pouvait justement déployer en ligne. Et on a réuni un certain nombre de consultants, y compris les nôtres, pour nous permettre de garder cette motivation au quotidien. Parce que là, pour le coup, on avait quasiment pour la plupart les enfants à la maison. Ouais. Donc, il y avait aussi des couples entrepreneurs qui devaient gérer un petit peu tout le contexte, les mamans solo aussi, qu'on n'oublie pas, qui ont eu le poids aussi de tout ce contexte. Et on est arrivé avec cette solution. Voilà, ce qui nous a permis de sortir peut-être 5 ou 6, 3 ou 4 webinaires. Oui, 5 webinaires sur l'année. 5 webinaires sur l'année. Et puis ensuite, voilà, dès qu'on peut, on crée des outils qui peuvent nous permettre justement de pouvoir toujours garder la tête haute, de pouvoir justement rebondir, de ne pas baisser les bras, de garder la motivation, de garder aussi une mentalité de gagnant, parce que c'est pas évident, c'est pas évident. OK. Alors, le temps file, puisque ça fait déjà 40 minutes qu'on échange. Dans la dernière partie, oui, on ne s'ennuie pas en bonne compagnie. Dans la dernière partie, j'aimerais qu'on parle de quelque chose quand même où si on n'en parlait pas, les gens diraient, bon, ils n'ont pas traité la thématique. Il faut quand même qu'on rentre dans le dur. C'est le rapport de l'entrepreneur femme dans un monde d'hommes.
que ça soit par rapport à peut-être demain, si vous devez recruter. Donc, même en interne, comment on arrive à imposer son autorité, comment on arrive à créer de l'inspiration déjà en interne dans son entreprise avec ses partenaires. Est-ce que la crédibilité, on doit la gagner 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, on va faire 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus d'efforts qu'un homme. Et puis, évidemment, le nerf de la guerre, c'est les clients. Et là, la thématique, elle est hyper vaste, puisque ça va du sexisme, potentiellement, ça va jusqu'à des comportements que des hommes vont se permettre qui ne se seraient pas permis avec d'autres hommes qui vont potentiellement se permettre avec des femmes, jusqu'à, je ne sais pas c'est quoi le pire, je pense qu'on ne va pas faire de hiérarchie, mais jusqu'à au fait de dire que potentiellement, si c'est une femme, c'est une incompétente. Depuis quand une femme peut être crédible en entrepreneuriat? Voilà. Donc c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si on va réussir à traiter ça dans les dernières minutes qui nous restent, mais voilà, je voulais quand même adresser ce point-là. C'est comment on fait pour s'imposer en tant que femme, femme entrepreneur dans un monde d'hommes, que ça soit dans son organisation, pour trouver le management, le niveau d'autorité, l'inspiration suffisante, que ça soit au niveau de son réseau de partenaires, et puis surtout que ça soit au niveau des clients. Voilà. Ça m'intéresse d'avoir vos expériences personnelles, potentiellement même des anecdotes, et puis de comprendre, vous, à votre niveau ou au sein de l'association, qu'est-ce les outils, les conseils, les astuces, mais même aussi le mindset qui vous a permis de dépasser ça. Voilà, et puis de comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Est-ce que vous voyez quand même une évolution ou est-ce que les choses ne bougent pas du tout, les choses n'évoluent pas? Voilà, pas mal de questions, mais comme ça, on va pouvoir se libérer. Moi, je peux partager. Alors moi, j'ai commencé, comme je te disais, en tant que salarié. Moi, je pense que c'est surtout en tant que salarié que j'ai vécu le sexisme. En plus, j'étais au service communication. Donc, Ouais. voilà, donc là, je pense que j'ai tout eu. Les commerciaux qui viennent faire la bise dans le service communication. Alors les miss, comment vous allez, etc. Le métier de la communication qui, en parallèle, n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur aussi. Donc, c'est un peu la double peine. Et des attitudes, voilà, effectivement, complètement déplacées de la part de supérieurs hiérarchiques ou d'hommes d'autres services. Donc ça, j'ai bien connu. Et je pense que quand je me suis lancée, du coup, je n'ai plus connu ça. Et je crois que c'est parce que je l'avais suffisamment expérimenté et sans pouvoir toujours en fait réagir parce qu'étant salarié, et on ne sait pas toujours comment se positionner par rapport à ce type de comportement qui peuvent être blessants, déplacés. On essaie toujours de trouver des explications, voire des excuses. Et quand je me suis lancée, par contre, je pense que inconsciemment, je me suis dit que ça allait être terminé tout ça. Et je pense que pour moi, la vraie solution, parce que ça peut toujours arriver, c'est vraiment de recentrer le débat sur l'expertise. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir effectivement des hommes qui considèrent par machisme que la femme qui est en face d'eux n'est pas forcément la chef d'entreprise qu'ils attendaient, etc. Et c'est juste de replacer les choses dans leur contexte et d'affirmer son expertise. Et en général, ça marche assez bien. Et en face, du coup, l'interlocuteur se rend compte qu'il était à côté de la plaque et que peut-être cette femme en face de lui en sait plus que lui, sur certains aspects en tout cas. Donc, je pense que moi, si j'ai un conseil à donner et une lecture aussi à faire, c'est le M'explique pas la vie mec de Rokhaya Diallo, qui est vraiment très, très sympa et qui, avec beaucoup d'humour, traite de tous ces sujets-là. Du fait que les hommes interrompent beaucoup les femmes en réunion, que quand on parle d'experts, on parle toujours des hommes alors qu'il y a beaucoup d'expertes. Et je pense qu'il faut vraiment revenir sur son propre métier, sa propre légitimité. Et ça se travaille. Comme nous, on travaille d'ailleurs au sein de Businessman. C'est vraiment travailler sa légitimité et son expertise pour clore le débat quand il peut y avoir des petits glissements. Ok, cool.
ça peut demander aussi beaucoup de confiance en soi et d'estime de soi. Donc, et ça se travaille sur le long terme. Il n'y a pas de recette magique pour le court terme. C'est vraiment, faut voir, faut viser haut et puis il faut viser aussi long terme. Et puis il faut se dire aussi qu'on n'y arrive pas tout seul. Ouais. Un entrepreneuriat, ça ne se vit pas tout seul, selon moi, homme ou femme. Et quand on est justement femme et qu'on a déjà des freins très, très tôt, je pense que le conscientiser et pouvoir du coup tout de suite se dire qu'il y a des solutions derrière et pour pouvoir les mettre en application, ça aussi c'est bien. À notre niveau, le réseau, je pense, c'est une solution pour pallier justement à ces freins qu'on a, ces barrières qu'on se met très tôt et très souvent aussi. Et puis, avec aussi un bon entourage, on a un pool de consultants qui nous aident au quotidien. Nous, on n'en est pas sortis non plus, hein, on chemine encore une fois. L'expérience aussi, le temps font la différence, parce que ça fait, comme je disais tout à l'heure, ça fait 6 ans que le réseau existe, ça fait 7 ans pour l'entreprise, ça fera aussi bientôt 7 ans pour 8 ans et bientôt 7 ans pour la mienne. Donc, l'expérience aussi de terrain, notamment, fera aussi la différence. Mais c'est vrai que moi, ce que je peux recommander pour toutes les personnes qui souhaitent du coup se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est faites-vous accompagner. Que ça soit dans un réseau ou pas, mais ne vous lancez pas seul. Oui, puis le réseau est vraiment important. Moi, j'aime bien l'expression qui peut paraître un peu agressive, hein, désolée. Chasser en meute. C'est-à-dire que, effectivement, comme il y a tous ces freins dont on a parlé au sein de la société et parfois vis-à-vis de certains hommes qui ont des comportements tout à fait inappropriés, le fait d'être ensemble, ça nous permet d'être plus fortes. Et le fait de se retrouver, même par petits groupes de travail, etc., d'échanger sur ces problématiques-là, et notamment celle de la légitimité et du rapport avec le sexe opposé, bah, ça nous permet de gagner en confiance, en fait. Moi, je disais tout à l'heure que j'en serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le réseau, et c'est clair, parce qu'en fait, on est porté par le groupe. Et ce côté meute, moi, j'aime bien cette idée d'être ensemble, en fait. On y va, mais on y va ensemble. Donc, la sororité, c'est vraiment un appui qui est fort pour les femmes aujourd'hui. Ouais. Okay. C'est pas juste une tendance, ce n'est pas juste une tendance. Non, c'est pas un effet de mode. C'est pas un effet de mode. Ok, d'accord. Alors, je vous trouve bien gentille. C'est super, mais c'est très bien dit. Mais je pense que ça peut être quand même assez violent, ce sexisme-là, ce machisme-là. Vous l'avez dit avec des beaux mots, on a protégé les hommes, mais ce week-end, j'ai rencontré une jeune fille, parce qu'elle est jeune, qui gère 14 hommes. Mm-hmm. Dans le bâtiment. Hein, voilà. Oui. Oui, hein? Ouais. On en connaît mieux. On en connaît mieux. Ouais. Et elle me disait, je voulais la convier, mais elle n'a pas pu se libérer avec vous. Elle me disait qu'elle se rend compte quand même qu'elle doit jouer un rôle, en fait, qu'elle doit quand même faire attention, c'est-à-dire qu'elle doit du coup, faire attention aux signaux. La moindre faiblesse, la moindre non-préparation, c'est une opportunité. Donc, il y a déjà effectivement cette logique un peu potentiellement de séduction où la moindre impréparation, non-préparation, alors que c'est tout à fait quelque chose de complètement normal, c'est vécu comme un signal, une porte ouverte pour pouvoir se permettre quelque chose. Et puis, l'aspect aussi autorité. Donc là, pour le coup, dans son domaine, vous parlez d'expertise, mais son domaine, depuis quand une femme peut être experte dans cet environnement un peu du bâtiment, de la déchetterie ou que sais-je. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez violent. Est-ce que vous, parce que ça fait un petit moment que vous cheminez en tant qu'entrepreneur, c'est toujours quand même cette réflexion ou cette posture que vous devez avoir, où vous avez trouvé une façon d'appréhender cela. Tu disais, Marie, que le fait d'être entrepreneur, ça te donne aussi la possibilité potentiellement de choisir avec qui tu es, hein, potentiellement avec qui tu travailles. Est-ce que ça veut dire que vous faites aussi très attention à ça et que potentiellement vous allez mettre fin à une opportunité de partenariat ou de contrat, si vous sentez que c'est peine perdue, l'homme que vous avez face à vous, pour le coup, c'est à les déchetteries, voilà, il
Il est complètement zéro sur tous les points en termes de moralité, en termes de perception de l'égalité des sexes, etc. Complètement, c'est-à-dire qu'on a cette liberté-là de choisir avec qui on travaille. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de choisir de ne pas travailler avec telle ou telle personne, et notamment des hommes, parce que j'appréciais pas forcément leur attitude et que je ne le sentais pas. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui dans le non-verbal, dans la manière de s'adresser à moi notamment, faisait que ça n'allait pas coller. Et c'est vrai qu'en étant entrepreneur, on a cette liberté-là de pouvoir choisir. Et puis, je reviens sur l'expertise. Je pense qu'il faut vraiment montrer, notamment, tu parlais de cette patronne, il faut montrer à ses employés, effectivement, qu'on a cette expertise. Et à un moment donné aussi, je ne sais pas à quel stade elle est, si on parle de la même personne, mais je pense qu'à partir d'un moment, il n'y a plus à prouver. C'est-à-dire qu'au départ, quand on arrive à un poste de management, qu'on soit un homme ou une femme, on a ses preuves à faire. On doit convaincre son équipe, emmener son équipe, etc. Mais après, il faut aussi éduquer, on parlait d'éducation tout à l'heure, éduquer les hommes pour qu'il n'y ait plus toujours cette obligation de la femme à devoir justifier de son expertise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a dit, voilà, je sais faire telle et telle chose, je suis expert dans tel et tel domaine, je ne vais pas le redire à chaque fois. Donc, c'est aussi parfois par les actes et par les gestes. Moi, j'ai eu des patronnes aussi et qui ne se laissaient absolument pas marcher sur les pieds et qui recadraient quand il y avait besoin de recadrer. Mais c'est vrai qu'une femme aura beaucoup plus à recadrer dans un échange qu'un homme, ça c'est sûr. Elle aura effectivement des situations dans sa vie où elle devra recadrer et où elle devra effectivement expliquer que les choses ne pourront pas se passer de telle et telle manière. Donc s'il y a un comportement approprié, par exemple, inapproprié, pardon. Ok, Linda? Moi, j'ai pas eu. C'est vrai qu'il y a la liberté de pouvoir choisir, et on va dire que pour l'instant, la plupart de mes clients, hormis toi, Manuel, et hormis mon compagnon, j'ai eu affaire à des femmes. J'ai eu affaire à des femmes, des référentes en tout cas, qui ont été des femmes. Et du coup, alors c'est peut-être le feeling, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a toujours fait que j'ai été attirée par là où je trouve de la bienveillance, on va dire. C'est très important. Il y a des valeurs qui me sont propres dans l'entrepreneuriat, et celle-ci particulièrement est importante. Donc, je ne vais pas là où je ne sens pas justement la bienveillance. Je suis beaucoup mon intuition, qui est très importante aussi quand on est entrepreneur, et ce qui fait que jusqu'à présent, je n'ai pas eu à tomber sur du sexisme ou autre chose qu'on rencontrerait justement quand on est en tant que femme. Et si c'est le cas, je pense que je suis armée aujourd'hui pour pouvoir affronter tout ça. Ok, top. Génial. Alors, il nous reste juste 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est de partager avec ceux qui sont connectés et puis ceux qui verront le replay, même si c'est un peu pêle-mêle parce que je vous prends un petit peu au dépourvu, mais des ressources, des conseils, des réseaux potentiellement en dehors de Business Ma'am dont on a parlé, puis on donnera le lien pour que les femmes, les mamans, entrepreneurs intéressés puissent vous rejoindre. Mais comme ça, de façon un petit peu pêle-mêle, dans votre cheminement entrepreneur, qu'est-ce qui vous a vraiment aidé? Enfin, est-ce que c'est un livre? Alors, tu parlais Marie Okaya Diallo. Voilà, est-ce que ce sont des livres, mais voilà, que vous me citiez un petit peu? Est-ce qu'il y a des réseaux? Est-ce que encore aujourd'hui vous cheminez avec ces choses-là, potentiellement des ressources qui pourront aider les personnes, notamment les femmes qui vont se lancer ou qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, première chose, il y a Osla. Osla.fr, tout frais, qui vient de sortir. Okay, donc une belle ressource, je pense. Tu peux écrire, Marie, le lien dans le chat. Ouais. Oui, c'est tout simple, c'est ozla.fr. Et c'est une newsletter qui sort 2 fois par mois et qui aborde tous les sujets liés à l'entrepreneuriat au féminin. Donc des sujets qu'on a abordés là, notamment le syndrome de l'imposteur, la légitimité, la gestion du temps. Il y a aussi des petites astuces un petit peu plus personnelles. Et c'est un outil qui est amené à évoluer. Donc aujourd'hui, c'est une newsletter et en 2022, il y aura plus de propositions pour justement contribuer à ce que l'entrepreneuriat au féminin se développe et aider toutes les femmes entrepreneurs à développer leur business
tout en étant fidèles à ce qu'elles sont, à leurs critères de réussite, etc. Et en se débarrassant de certains dictats qui sont liés à la féminité notamment, et à la parentalité aussi, bien sûr. Bon, génial, super. Tous ceux qui sont connectés, vous n'êtes pas venus pour rien. Déjà une petite pépite. OK. Autre chose? Après, c'est vrai qu'on cite souvent les mêmes institutions, CCI, Martinique Développement. Là, la différence, on va dire qu'aujourd'hui, on est en contact avec les bonnes personnes. Alors, je ne dis pas que... Attention. mais c'est vrai que souvent, ce qui fait la différence, c'est la bonne personne qu'on connaît au sein de l'institution. Et aujourd'hui, je pense qu'on a repéré du coup les bonnes personnes qui peuvent nous permettre de répondre aux différentes questions qu'on se pose avant de franchir le pas dans l'entrepreneuriat, ou même quand on est déjà entrepreneur et qu'on souhaiterait être redirigé vers tel ou tel service. Donc la CCI, je pense, reste quand même une bonne institution pour aller prendre des infos, pour se former aussi. Martinique Développement, il y a quoi d'autre? Martinique Développement, puis il y a des opérations et des dispositifs comme Forme Digitale qui lance là sa 3e édition. Ouais. Donc c'est la CTM qui lance cette opération, et derrière ça crée une émulation entre les membres des groupes de lauréates, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner effectivement auprès de toutes ces institutions qui proposent et des dispositifs de financement et des dispositifs d'accompagnement. Après, en termes de ressources, il y a les réseaux, comme le réseau Business Map. Donc, c'est toujours, je pense, très, très important de s'entourer, de ne pas rester seul, de pouvoir sortir de l'isolement. Et puis, de rester connecté, en fait. C'est-à-dire de toujours se former. Par exemple, il y a énormément de plateformes qui existent aujourd'hui, comme Udemy, il y en a d'autres, il y a beaucoup de plateformes. Donc, c'est important, je pense, de rester connecté à ce qui se fait aujourd'hui, que ce soit dans son métier, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Et de rester en contact avec les autres. Parce que je pense que la pire des choses pour l'entrepreneur, et encore plus pour l'entrepreneur, pour la femme entrepreneur, c'est justement cet isolement. Et qui peut parfois mener à la faillite, au burn-out, à la dépression, parce qu'en fait, on se noie, on peut s'écrouler et puis s'effondrer. Donc, je pense que vraiment, la première des choses, c'est de s'entourer, de ne pas rester seul. Et puis, il y a des ouvrages. J'ai parlé de celui-là, mais Linda en a un. Non, c'est bon, c'est mon dernier ouvrage qui est One Thing. Bon, il est en anglais, mais il y a la version en français. C'est vrai que moi, je n'hésite jamais non plus à lire pas mal de livres autour de l'entrepreneuriat, en me disant qu'un jour aussi il y aura des partages d'expériences d'entrepreneurs suffisamment du coup haut placés pour pouvoir aussi partager leur expérience et astuces. Qui sait, peut-être Marie, peut-être moi, peut-être Wilhelm, peut-être d'autres. Mais c'est vrai qu'on y trouve souvent de très bons conseils qui viennent souvent à point nommé dans notre parcours d'entrepreneur. Donc, ne pas hésiter, au-delà justement de toutes les ressources qu'on trouve sur Internet, de se référer aussi aux livres. Ok, cool. Alors, comme on a du monde, tu peux redonner le nom de... Enfin, si vous pouvez réécrire dans le chat les livres dont vous avez parlé. Comme on a du monde aussi qui vient qui est en France hexagonale, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, si je dois un petit peu traduire, parce qu'on a donné des exemples de la Martinique, puisque c'est là que vous êtes, globalement, ce que vous dites toutes les deux, c'est ce qui est quand même clé, c'est le réseau, c'est-à-dire absolument ne jamais rester seul trop longtemps, d'arriver à se rapprocher localement des réseaux qui font du sens. Donc, soit d'un réseau d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs, en tout cas de se rapprocher des associations, des institutions d'entrepreneurs qui peuvent nous aider à partager un peu par rapport à ce qu'on vit et qui peuvent nous permettre aussi de capitaliser sur les erreurs ou les conseils qu'on peut avoir. Ce que vous dites aussi, c'est que localement, il y a des institutions, donc il y a des chambres de commerce partout, il y a des conseils régionaux, conseils départementaux, etc., dans chaque région, dans chaque département. Et ce que vous dites là, c'est que dans ces institutions, il y a toujours des personnes ressources et potentiellement, une entrepreneur d'une association ou un entrepreneur d'un réseau, etc., connaît cette personne. Donc, il faut essayer de capitaliser au-delà de ces réseaux sur ces personnes qui vont vous permettre de grandir. Et puis, Linda, tu disais que qu'on peut aussi trouver de l'inspiration, Marie aussi disait, sur des ressources qui existent soit en ligne ou soit dans des bouquins, des livres qui peuvent être
assez inspirationnel pour garder le cap et voir et viser haut. Hein, c'est ça, il y a une globalement. application, par exemple, qui s'appelle Cooper, qui permet d'avoir accès à un certain nombre d'ouvrages. Et il y en a pas mal sur le marketing, l'entrepreneuriat, le management, K2OBER. Et c'est 9 € par mois. Et on a accès à un certain nombre d'ouvrages. Et c'est assez intéressant. Donc, je pense que voilà, il faut rester en veille. Et puis, pour les femmes spécifiquement, donc il y a les réseaux. Il ne faut pas hésiter à créer l'écosystème. Donc, c'est aussi ce qu'on essaie de faire avec Business Mom. Et c'est ce que je fais aussi dans Ozla parce que je mets en avant des expertes. On parlait d'expertise tout à l'heure. Il y a énormément d'expertes et on leur donne moins la parole, bizarrement, qu'aux hommes. Donc, il faut aussi arriver à être solidaire aussi. On essaye de faire travailler les unes les autres, tout simplement. J'ai besoin d'un conseil ou d'une prestation dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel domaine, je vais essayer de voir d'abord dans le réseau si quelqu'un peut y répondre. Donc, c'est aussi ça le sens de la sororité dans le business. En tout cas, c'est arriver à se soutenir les unes les autres, soit en partageant des informations, des contacts, des astuces, des ressources, etc., mais aussi en créant des collaborations. Okay. Et donc ça, je pense qu'on y arrivera bien. On ira encore plus loin. Super. Génial. Alors, Marie, toi, tu nous as partagé Ozla, donc que celles et ceux, hein, pourquoi pas, on ne va pas faire de sexisme, qui souhaitent s'inscrire. Oui, j'ai quelques hommes abonnés. Oui. Voilà. Il ne faut pas recevoir un stop. Alors, voilà, que celles et ceux qui souhaitent s'inscrire, inscrivez-vous. Voilà, c'est la parole est à vous. Si vous voulez parler de vos actualités, si vous partagez des liens dans le chat avant qu'on clôture. Alors, je viens de partager le lien de Business Mom. C'est vrai que 2022 cap sur une nouvelle dynamique avec le réseau. On ira encore frapper plus fort et on ira plus loin, notamment avec des actions autour de la femme entrepreneur. Toujours aussi des actions auprès de nos adhérentes, forcément, mais aussi au niveau de la femme entrepreneur. On a envie justement de faire bouger les lignes au niveau de son statut dans la société. Donc, l'actualité, elle est brûlante. Et premier trimestre 2022, on célébrera nos 6 ans le 8 mars. Donc, à partir de cette date, j'ai envie de dire que le changement opérera. Donc, on essaye aussi de gagner en visibilité, donc de mettre en avant nos adhérents, de mettre en avant des modèles. Je pense que c'est important d'avoir des modèles. On parlait d'inspiration, justement. Et ça sera vraiment tout un travail qu'on essaiera de faire en 2022. C'est très important d'avoir des modèles au féminin, pour le coup, de montrer qu'on est, on évolue dans différents domaines d'activité et qu'on est capable aussi de pouvoir mener différentes barques et de le faire très bien. Ok, Linda, fais ta pub quand même. Merci de ton humilité, mais comment on te retrouve? Des gens qui aimeraient travailler avec toi, comment moi, on s'y prend? j'ai mis mon lien de mon site internet en ligne. Voilà, en chat, pardon. Linda, là. Linda. Comme là. Voilà. Ok, lindaniranda.com. Voilà, donc, pour ceux qui souhaitent y aller. Et on va trouver donc quoi sur ce site? Et sur ce site, du coup, vous trouverez mon expertise, justement, tout ce que je suis capable de faire en tant que consultante formatrice, et voilà, et mes expériences aussi passées, mes clients aussi, et les services, bien évidemment, que je propose autour de la formation, du consulting et de l'accompagnement. Top. En réseaux sociaux, pardon, je l'ai pas précisé, réseaux sociaux et marketing digital. Ok, top. Bon, c'était génial, vraiment. Merci à vous parce qu'on a vraiment super bien navigué sur cette thématique, voilà, de comment s'imposer en tant que femme entrepreneur. On a vu qu'il y a pas mal de boulot. Vous avez partagé quand même aussi beaucoup de conseils. Pour celles qui sont intéressées, qui sont en Martinique, rejoignez Business Mom. Et puis, voilà, on aura le replay qui sera envoyé automatiquement à tout le monde. Donc, voilà, vous pouvez regarder. Je pense qu'il y a pas mal de conseils. Donc, ça, c'est à savourer, à réécouter plusieurs fois. Merci beaucoup, Marie. Merci, Linda, pour votre confiance. Voilà. Vous avez dit quoi? Je n'ai pas entendu. Merci à toi pour l'invitation. Et merci à tous d'être présents. Ok, et puis voilà, voilà, on continue. Bravo pour vos initiatives, c'est chapeau. Et puis voilà, comme vous dites, c'est l'effet de réseau qui fait que ça fonctionne. Donc on reste dans cette dynamique.
Merci sincèrement, Linda. Merci, Marie. Et puis à très bientôt pour la communauté. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye bye.